Bonjour Émilie, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette interview avec moi. Bonjour Mélissa, Voilà, alors comment tu vas aujourd'hui? je vais très bien. Super. Mais écoute, donc on va parler du burn-out, hein. Donc toi, tu as une expérience par rapport à ce sujet-là, donc on va bien sûr rentrer dans le détail. Mais ce qui serait intéressant pour les personnes qui vont regarder la vidéo, c'est que tu commences par te présenter, donc où tu habites, quel âge as-tu, si tu veux le dire, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Je suis Émilie, j'ai 29 ans, bientôt 30, aïe. Euh, En fait, jusqu'à il y a très peu, j'étais manager dans le conseil. Même j'ai un petit souci d'écran, juste un instant, voilà. J'étais manager dans le conseil en organisation. Et d'ici très peu de temps, enfin, la semaine prochaine, je gérerai des projets à nouveau d'organisation pour une entreprise au Luxembourg. D'accord. Et conseil en organisation, tu peux donner un exemple concret? Conseiller en organisation, alors j'ai travaillé sur différents projets. Récemment, je travaillais pour une entreprise qui avait des gros soucis. Elle avait beaucoup trop de commandes, un carnet de commandes très très rempli, toutes ces machines qui étaient absolument saturées, tout le monde qui court partout et qui se demandait, qui n'avait pas les moyens de faire un investissement et qui se demandait, tiens, comment est-ce qu'on pourrait réussir à répondre à nos clients, éviter de perdre des marchés avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait améliorer ça? Ah, chouette. Donc c'est un peu du process management, en quelque sorte. Le process management fait partie de tous les outils en fait qu'on peut utiliser euh, pour résoudre les problèmes. Notre but, c'était d'une façon très pragmatique de répondre aux besoins de nos clients. Chouette, très intéressant. Et donc c'est dans le cadre de ta précédente fonction que tu as approché le burn-out ou comment ça s'est passé chronologiquement? Ouais, en fait, c'est quand j'étais consultante, donc ça faisait à peu près 4 ans que je travaillais. J'ai, je suis sortie d'une mission qui avait été passionnante, qui avait duré 15 mois, très très longue, où je m'étais vraiment super amusée, j'avais appris plein de choses, autant techniquement que d'un point de vue humain, puisque dans mon travail, il y a vraiment une partie importante. Il y a la technique, il y a nos outils, et puis il y a accompagner les gens dans le changement. Donc il y a vraiment, allez, ça peut prendre parfois un peu émotionnellement, ça demande des efforts aussi à ce niveau-là. Et je sors de cette mission de 15 mois qui a été une super réussite, reconnue par le client, enfin voilà, et je démarre quelque chose de techniquement très compliqué. Et donc, il faut se former très rapidement. Je suis sur un projet chez mon client, donc moi je suis sur un tout petit projet pour mon entreprise, mais un énorme bateau chez mon client. Et le projet est déjà en retard à cause du sujet sur lequel nous, on va commencer à travailler. Donc la pression, elle est maximale. On est sur le chemin critique et on doit délivrer très rapidement, tout en se formant. Donc à ce moment-là, je dis souvent, en fait, on avait une réunion, enfin deux jours de réunion par semaine, sauf que pour préparer ces réunions-là, il nous fallait plus de 2 jours. Donc en fait, ça revenait à travailler en 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc clairement, la meilleure situation pour s'épuiser. Ok. Donc c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai travaillé, 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 des heures et des heures. Mes collègues qui prenaient la main sur un sujet pendant qu'on allait manger, puis ensuite, hop, retour à la chambre d'hôtel, on se remet au travail, jusqu'à 1 heure, 2 heures, 4 heures du matin, pendant un mois. Et donc au bout de ce mois-là, j'étais super fatiguée, je pouvais sortir de réunion, les réunions se passaient bien, avec tout le professionnalisme qu'on peut y mettre. Et je sortais de réunion et puis je fondais en larmes devant ma responsable. Voilà, c'est la situation dans laquelle je suis arrivée au bout d'1 mois à travailler, travailler et travailler. Ok. Donc en fait, progressivement, la fatigue s'est installée, en plus de la pression, etc., en plus du rythme de travail. Et alors, peut-être, tu peux décrire un petit peu les symptômes qui sont apparus à ce moment-là. Donc le fait que tu t'effondres en larmes, est-ce que c'était lié à d'autres facteurs, d'autres symptômes? Qu'est-ce qui se passait en fait dans ta tête à ce moment-là? Ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là, un point qui est extrêmement important, c'était que
je ne m'autorisais pas à ne pas accomplir ma mission. J'avais une mission. Le projet était déjà en retard d'un an, mais moi j'avais une mission. Je devais faire mon travail, je devais être dans les temps, je ne devais pas ralentir le projet. Ça devait être parfait, les calculs devaient être justes. Je n'avais pas le temps de vérifier mes calculs, donc j'avais un stress supplémentaire du fait que finalement, en plus, moi qui suis perfectionniste, je ne faisais pas les choses parfaitement. En tout cas, j'étais pas sûre de les faire parfaitement, pour dire jusqu'où. Voilà. Et donc émotionnellement, les larmes, c'était une façon d'exprimer le débordement. Ok. Je n'en peux plus. Ok. Je suis en train de m'effondrer, je n'en peux plus, mais je ne me permets pas de le dire, donc voilà, ça craquait par... si ça ne sortait pas avec les mots, ça craquait par ailleurs. Et donc voilà, moi c'était vraiment... Je dois continuer, je dois tenir le coup, je dois y arriver. Ok. Donc en fait, tu étais clairement dans le processus qui amène à un moment au burn-out, donc vraiment au craquage. Mais tu m'expliquais que tu n'estimes pas être allé au bout du processus, et heureusement pour toi, bien sûr. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi est-ce que tu ressens ça? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Je dis ça parce que dans les autres symptômes que j'ai pas mentionnés juste avant, il y a quelque chose qui a commencé à être important, c'est que j'ai commencé à manquer d'empathie, donc de l'empathie vis-à-vis de moi, de l'empathie vis-à-vis de mes proches, parce que j'ai gardé toute l'empathie que j'avais encore pour mes clients, jusqu'au moment où, bien sûr, j'ai commencé à manquer de patience avec eux. Mais donc voilà, j'étais vraiment dans ce truc hyper pro, en train de prendre toute mon énergie, toute mon empathie. Et donc, voilà, à un moment, excuse-moi, j'ai fait un pont vis-à-vis de la question. Je suis pas allée jusqu'au bout du burn-out parce que ce manque d'empathie-là, je suis partie en week-end avec mon copain, il conduisait, on était dans la voiture, et moi je lisais un livre, un roman, et je lis l'histoire d'un homme qui vit un burn-out et qui se vide de toute cette empathie-là. Et je me dis, zut, moi qui étais pleine d'empathie, c'était ce que je préférais dans mon métier, etc., je suis en train de me vider d'empathie. Tiens, il fait un burn-out. Est-ce que c'est pas ce qui est en train de m'arriver? Et les gens pouvaient me dire, mais t'es en train d'aller vers le burn-out? Et je les écoutais pas. Mais là, de lire dans le livre et de le vivre avec cet homme que je connais pas, et qui me connaît pas et qui me juge pas, je me suis dit, zut, c'est peut-être ça qui est en train de m'arriver. Okay. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à accepter un peu plus d'aide. En parallèle à ça, ma chef qui avait quand même un peu identifié le risque, etc., a fait baisser la pression, m'a donné vraiment très peu de travail. Et donc là, j'ai paniqué. Parce que je dis, j'arrêtais pas d'aller là-bas en me disant, mais il faut que tu me donnes quelque chose à faire. J'ai vraiment plus rien à faire. T'inquiète pas, prends ton temps. Et finalement, en fait, elle me donnait très peu de travail, mais ça me prenait quand même 8 heures, 10 heures, 12 heures, parce que j'étais tellement épuisée que j'avais perdu toute mon efficacité. Je sautais d'un sujet à l'autre, ma capacité de concentration était très faible, ma mémoire était très faible. Donc ensuite, j'ai dû développer d'autres organisations, d'autres stratégies pour réussir à le gérer. Mais voilà, elle a fait baisser la pression. Et puis ensuite, mon employeur m'a aussi proposé un coaching, m'a permis plutôt de comprendre, qu'est-ce qui m'a fait tomber dans ce travers-là, quels sont les pièges et comment les identifier pour le futur. Donc c'est grâce à ça que je pense avoir évité le burn-out. Ok. Oui, il y a énormément de choses super importantes dans ce que tu viens de dire, notamment le fait que tes responsables, tes employeurs ont eu de très bons réflexes pour t'éviter de craquer. Donc ça, c'est génial parce que malheureusement, c'est pas donné à n'importe quel employeur. Et alors aussi, tu disais au début de ta réponse, les personnes me disaient que j'étais sur le chemin du burn-out, mais je les écoutais pas. Et est-ce que tu te souviens pourquoi tu ne voulais pas les écouter? Je me disais, ils ne comprennent pas. Okay. Et voilà, moi j'étais complètement dans le refus. J'avais raison, ma vision des choses, mon souhait d'aller jusqu'au bout, de faire mon travail parfaitement, de tout faire, de ne pas décaler de deadline. C'était vraiment ce professionnalisme et ce besoin de prouver des choses. J'avais des choses à me prouver, à prouver aux autres. Et que les autres ne pouvaient pas comprendre.
Par contre, voir une personne extérieure qui vit le processus, l'entendre, le Ouais. lire, bah, là, ça m'a vraiment fait tilt. Ok. Là, j'ai commencé à accepter. Ok. Et alors, tu disais après, j'ai pu mettre en place des stratégies pour contrer le fait que tu avais un problème de concentration, d'énergie dans le travail, etc. Est-ce que tu te souviens un peu de ce que tu faisais à l'époque pour continuer malgré tout à travailler, à avancer? Donc, ça se fait plus sur, je vais dire, sur la résolution du burn-out, où j'avais vraiment des problèmes de concentration et de mémoire, et donc j'étais obligée, mais de faire comme beaucoup de gens font, en fait, c'est juste qu'avant c'était fait dans ma tête et que j'en avais pas besoin, de prendre mon cahier, d'écrire tout ce que j'avais à faire, et puis de mettre 1, 2, 3, et de me dire, mais tu fais pas 2 tant que t'as pas fini 1, et tu fais pas 3 tant que t'as pas fini 2. Je sais que ça semble bête, il y a beaucoup de gens qui le font, mais moi avant c'était organisé dans ma tête, je n'en avais pas besoin. Mhm. Là, après, et ben aujourd'hui encore, je suis obligée de m'organiser de cette façon-là, ce qui n'est pas plus compliqué ou plus ou moins efficace d'ailleurs, que de le faire dans sa tête. Hein. Mais ça fait partie des stratégies que j'ai mis en place ensuite. Ok, ok, super. Et alors, donc, il y a eu ce coaching, il y a eu cette prise en main, etc. Est-ce qu'il y a eu un arrêt de travail éventuellement? Je n'ai pas eu d'arrêt de travail. Pourtant, on m'a souvent dit, mais arrête-toi 3 semaines, dans la période où justement je réclamais plus de travail parce que je m'ennuyais, parce que je me sentais pas assez utile. Euh, voilà, on m'a souvent dit, mais prends 3 semaines, ça ira mieux. Et j'avais tellement peur, si je m'arrête, de complètement m'effondrer et de pas redémarrer, je sais pas, je le ressentais en moi, que je me disais, non, non, il faut que je maintienne ce lien avec le travail. Et Ok, donc, il n'y a pas eu d'arrêt de travail. ok. Et donc, il y a eu cette période de travail moins intense. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été la suite du processus? Donc, il y a eu cette période moins intense, et puis j'ai redémarré. Alors, j'ai redémarré tout de suite, on m'a envoyé faire une étude en République tchèque. Donc, c'était dans un environnement où ils n'avaient pas vraiment, enfin, le client n'avait pas vraiment envie de nous voir, donc c'est un client un peu spécial. Ça a été un gros challenge, et en même temps, ça m'a permis de m'asseoir. Donc, moi, j'avais fait un travail sur la confiance en moi, notamment avec le coaching. Et ça a été l'opportunité pour moi de me prouver que même dans des conditions difficiles, j'avais réussi à faire du bon travail. Et en plus, j'avais réussi, entre guillemets, à m'auto-coacher, à me dire, tu vas montrer ce que tu sais faire, enfin voilà, et à gérer cette pression ou cette difficulté-là. Donc en fait, ça a été une première épreuve, même si, qui m'a permis de me dire, ah, ça y est, et de me donner la première gommette, la première étiquette. Je commence à avoir confiance en moi. Mhm. Voilà. Ouais. Comme quoi, dans tout ce que tu dis, ce qui se passe dans notre esprit, ça conditionne vraiment pas mal de choses. Et aujourd'hui, Émilie, à quoi ressemble ta vie professionnelle aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qui ne seront plus jamais pareilles? Enfin, explique un petit peu quels sont les enseignements que tu as tirés de cette expérience. Donc, la chance que j'ai eue, c'est que l'année où j'ai eu cet épuisement, cette fatigue, j'ai été promue. Donc, j'ai pris des responsabilités supplémentaires. Donc, ça ne m'a pas bloqué dans ma carrière, dans mon évolution. Euh, Ça a été, en tout cas, une belle reconnaissance aussi. Et puis, ensuite, j'ai décidé, moi, de changer un petit peu et d'orienter ma carrière différemment, de prendre un poste en interne, mais ça va être plutôt une suite logique de ma carrière. Donc, l'épuisement n'a pas réorienté ma vie professionnelle. Par contre, elle a changé l'équilibre que je mets entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Donc, les premiers éléments qui ont été visibles, c'est que j'ai repris le sport, j'ai commencé le yoga. Donc voilà, j'ai mis en place aussi ces choses-là qui, dans une semaine, jalonnent la semaine et permettent de se dire attention, respiration ce soir. Ou tiens, à telle heure, je dois avoir fini puisque je dois aller à mon cours. Donc ça a permis aussi de réorienter les choses de ce côté-là. Ce qui a aussi fait du bien à ma vie perso parce que mon copain est content de savoir que je suis capable de raccrocher mon ordinateur et mon téléphone de temps en temps.
C'est bien, c'est bien. Et aujourd'hui, avec le recul que tu as sur cette expérience, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui se pose des questions sur sa situation actuelle, qui est un petit peu dans la situation dans laquelle toi tu étais avant de descendre la pente? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Moi, le conseil que je donnerais, même si je ne l'ai pas fait, c'est de s'arrêter quand même, de débrancher la prise, entre guillemets, du travail, parce que si on est dans cette logique et dans cette spirale où je ne peux pas en sortir, j'en ai toujours plus et j'en ai toujours besoin de plus, si on ne débranche pas la prise, c'est quand même très compliqué et je le dis de mon expérience personnelle, c'est très très long de recharger ses batteries. Je pense que ça l'est, peu importe si on continue à travailler ou pas, mais en ne s'arrêtant pas, c'est quand même lourd et long. Donc c'est de s'arrêter, de respirer. Alors j'utilise respirer, c'est plus large, hein, mais c'est de prendre le temps de faire le point, de comprendre, comme je disais tout à l'heure, bah, tiens, à court terme, quelle stratégie est-ce que je peux mettre en place pour reprendre une vie plus équilibrée, et puis de comprendre aussi, ben, tiens, quels sont les mécanismes qui ont fait que je suis allée jusqu'à l'épuisement, et pour pouvoir l'identifier plus tôt dans le futur et éviter de retomber dans les travers dans lesquels on est déjà tombé. Mhm. Et d'après toi, être accompagné, c'est important ou il y a moyen de s'auto-coacher correctement? Euh, Être accompagné, c'est important, au moins pour les, déceler, je veux dire, les comportements, les patterns, les tendances qu'on a naturelles, et pour avoir des outils euh, pour aller contre. Je dis ça et moi je ne suis pas allée jusqu'au bout du coaching et je vais expliquer pourquoi. Parce qu'à l'époque, le coach me laissait entendre quand même que d'une certaine façon, dans le travail dans lequel j'étais, dans la mission dans laquelle j'étais, peut-être que il y avait un certain manque d'équilibre ou quelque chose de ce type-là, et que peut-être il faudrait que je pense à changer. Et je n'y étais pas du tout prête en fait à l'entendre. Donc j'ai D'accord. pas été jusqu'au bout. Par contre, cette personne-là m'a vraiment beaucoup aidé, plus à comprendre la logique dans laquelle je m'étais mise et à avoir des stratégies pour gérer ma confiance en moi, pour gérer les personnalités difficiles, etc. Chouette. Bah écoute, je te remercie énormément pour tes réponses qui sont très claires, très précises. Je suis sûre que ça va aider pas mal de gens en fait. Et je te remercie pour ça, d'avoir pris le temps, d'avoir aussi accepté de faire cette interview et d'oser te montrer et d'en parler. C'est pas évident. Et franchement, merci. Je pense que là, tu as vraiment fait une BA. Et je te félicite pour ça. Et merci à toi d'en parler en tout cas. Mais écoute, C'est important. bah oui, c'est important. C'est un thème malheureusement qui est vraiment central dans le monde du travail aujourd'hui et il faut pas fermer les yeux, je pense. Donc voilà, écoute, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une super belle continuation dans ta nouvelle mission et voilà, ben, une belle journée en tout cas. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.